C'est parti pour cette nouvelle vidéo sur les fondamentaux des C6, donc cellules d'expertise et de coordination pour l'insuffisance cardiaque sévère. Nous allons aborder ici le cadre réglementaire d'un protocole de coopération et en particulier celui de l'insuffisance cardiaque. Alors, les fonctionnements, les intérêts, le cadre d'exercice et les limites. Voilà les enjeux de cette vidéo. Le premier élément à poser, c'est le contexte législatif qui donc est l'article 51 de la loi HPST et donc cela date de 2009 qui pose dans le code de la santé publique un article qui prévoit de déroger aux conditions légales d'exercice qui peuvent être décrites dans les décrets d'actes professionnels, par exemple infirmier, mais cela peut être entre tout professionnel de santé. Et donc, cette loi prévoit qu'un professionnel de santé permette à un autre professionnel de santé d'exercer une partie des actes ou d'exercices qui normalement lui incombent à lui seul. Cela doit donner naissance à un arrêté d'autorisation, qu'on dit, de délégation de compétences entre ces professionnels. Il peut y avoir deux manières de faire. Où le protocole est local, ou il est national. Si le protocole est local, cela se passe au niveau des établissements de santé et donc les directions d'établissement, les CME, vont valider l'existence de ce protocole et ce protocole sera réalisable que localement dans cet établissement de santé. Exception pour la PHP qui est un établissement de plusieurs sites, de nombreux sites. Si la PHP accepte un protocole de coopération locale, il est alors valable sur l'ensemble des sites de la PHP. Pour un protocole national, ce qui est le cas du protocole de coopération insuffisance cardiaque, c'est le Comité national des coopérations interprofessionnelles qui va arrêter au niveau national l'autorisation de ce protocole, donc sur l'ensemble du territoire national. Il y en a aujourd'hui plusieurs, une bonne vingtaine, je dirais. Je n'ai pas regardé récemment. Mais en tout cas, pour la cardiologie, vous pourrez retrouver le protocole de coopération nationale des échographies cardiaques, celui de l'insuffisance cardiaque et aussi celui de la rythmologie, de la télérythmologie et de la surveillance des piles, qu'on peut dire communément. Dans tous les cas, un protocole de coopération implique une nouvelle organisation médico-soignante de fait, puisqu'il y a des actes qui sont transférés d'un professionnel à un autre. Il s'agit donc d'un processus que l'on dit actif. Je vous ai résumé ici en 6 cartouches les éléments centraux des protocoles de coopération qu'il faut repérer. Donc en premier lieu, cela répond à un ou des objectifs précis pour les patients. Il ne faut jamais oublier ces points-là pour ne pas se perdre dans l'exercice avec un protocole de coopération. Et donc on va chercher à optimiser des moyens et les compétences de chacun. Il faut donc pour cela situer les actes dérogatoires, notamment, c'est souvent la naissance d'un protocole de coopération, l'observance de quelque chose qui pourrait s'apparenter ou qui est complètement un glissement de tâches. Et donc, on va travailler ce sujet-là pour le sécuriser et transformer ce glissement, ce qui était hier un glissement de tâches, en délégation d'actes. Il faut toujours garder en tête dans la pratique ces actes dérogatoires pour ne pas perdre les repères et de son métier d'origine et de celui les actes qui sont délégués de la personne qui transmet à l'autre. Deuxième élément, cela impose de réorganiser l'activité puisque ce ne sont plus les mêmes personnes qui vont faire les mêmes actes. Donc il faut analyser l'impact sur l'organisation et je précise toujours sur les organisations puisque c'est les organisations qui sont à la fois dans l'équipe, autour de l'équipe, dans le service, autour du service et donc aussi les projets qui peuvent être attenants et parfois qui ne sont pas directement liés au protocole de coopération ou au sujet du protocole mais par ricochet qui va impacter d'autres projets. Prenons par exemple pour l'insuffisance cardiaque. Les projets qui peuvent concerner les circuits, les parcours liés aux urgences peuvent être impactés par ce protocole de coopération puisqu'il vise en partie aussi à éviter des passages aux urgences, par exemple.
Définir le périmètre et la faisabilité est fondamental pour penser une activité avec un protocole. Donc il faut penser aux effectifs évidemment, mais aussi la formation, le matériel, puisque ce ne sont plus les mêmes personnes qui vont agir. Le matériel qui était utilisé par certains va être utilisé par d'autres demain. Peut-être que ce ne sera pas tout à fait le même matériel, ou il en faudra en plus, etc., ou le déplacer. Et le système d'information aussi, qui peuvent être pensés par métier, et auquel cas, il faut penser à adapter le système d'information pour que quelqu'un pour lequel le système n'avait pas été prévu, qui puisse accéder, typiquement à un document médical, puisse être accessible, dans notre cas, aux infirmiers. Le troisième élément en dessous, c'est qu'il y a des limites, bien entendu, au protocole de coopération, et donc il faut maîtriser le périmètre d'exercice de ces personnes, et c'est pour ça qu'on parle de protocole. Donc il y a un niveau de connaissance et d'expérience à acquérir, il y a des critères d'inclusion, des critères de non-inclusion, c'est vrai pour tout protocole, ce que je vous dis là, des conditions d'exercice et des clauses de revoyure médicale, avec des arbres décisionnels qui définissent à quel moment et jusqu'où la personne peut aller en délégation d'actes. Il faut aussi s'assurer que le patient ait bien compris cette modalité de prise en soin et qu'il ait consenti à être pris en soin par cette personne en lieu et place de l'autre professionnel. En haut, je vous précise que cela implique un engagement durable puisque c'est un investissement notamment de formation et de transfert de compétences. La base, c'est le volontariat. En aucun cas, la pratique dans le cadre d'un protocole de coopération ne peut être imposée par une structure aux professionnels. Ils doivent être volontaires et nominativement chacun va signer comme quoi il accepte cette délégation d'actes et qu'il souhaite travailler ainsi. Il faut donc identifier les professionnels. On parle, il y a un peu de jargon à acquérir, de délégant, c'est celui qui transmet les actes, de délégué, celui qui reçoit les actes, et de référent et de correspondant. Les référents qui sont médicaux et paramédicaux, notamment l'encadrement paramédical et le chef de service par exemple, pour les médecins. Et on parle de correspondant ARS, c'est la personne, le mail, si vous voulez, réceptal, qui va permettre la communication avec l'ARS et ce qui est nécessaire est la DGOS pour un tas de choses dont on va parler ensuite. L'engagement durable, ça implique aussi d'informer, de recueillir l'accord des directions générales et fonctionnelles, et donc tout le monde doit être au courant. J'ai parlé tout à l'heure du système d'information, qui est un exemple parmi d'autres, qui montre bien et qui dit bien, comme tout projet, que toutes les directions fonctionnelles doivent être informées, et en premier lieu, la direction générale. Que cette pratique a lieu en fait dans le service, dans un service de sa structure. Cela nécessite la coopération et les protocoles de coopération d'être exigeants, comme tous les soins, j'ai envie de dire, mais là particulièrement du fait de la dérogation. Donc ce vocabulaire qui est à acquérir. Il y a notamment aussi, je rajoute ici en termes de vocabulaire, l'alerte au délégant qui est différent de l'alerte de télésurveillance. Dans les protocoles de coopération, on parle d'alerte au délégant chaque fois que le délégué, celui qui reçoit les actes, doit faire appel à son délégant, celui qui maîtrise l'acte au départ par son métier socle. Il y a une mise en compétence. Donc il faut ouvrir les espaces pour pouvoir exercer. Et quand je dis ouvrir les espaces, c'est-à-dire considérer le temps que ces actes-là vont nécessiter en plus des actes habituels du professionnel en question, mais aussi les lieux. Par exemple, pour l'insuffisance cardiaque, il va falloir des espaces de consultation, là où des infirmiers n'étaient pas a priori destinés à utiliser ces lieux en tant que consultants. Pour les délégants, il va falloir prendre le temps de former. Pour les délégués, valider ces nouveaux acquis. Tenir enfin les obligations, se déclarer auprès de l'ARS, tracer des indicateurs annuels, donc il faut penser tout ça. Assurer le process de supervision et de maintien des compétences qui sont aussi décrits dans le protocole. Et dans chaque protocole, il y a des encarts particuliers qui décrivent tout cela. Comment être formé, quels sont les prérequis, comment on maintient les compétences, quelles sont les conditions pour pouvoir durer dans le temps et continuer d'être déclaré comme adhérent à un protocole.
Pour celui de l'insuffisance cardiaque, maintenant, alors, je vous ai mis ici des petites pastilles. À chaque fois que c'est écrit PC, c'est que le protocole de coopération est nécessaire et obligatoire pour pouvoir réaliser ces actes par un infirmier. Donc, il y a 3 catégories d'actes dérogatoires dans ce protocole-là. La réalisation, vous les avez en bas à gauche, et je vous ai mis à chaque fois la page correspondant au protocole de coopération qu'il faut absolument lire quand on est responsable d'une C6 ou d'une équipe avec un protocole de coopération. Et encore plus, évidemment, si on est l'un des délégants ou des délégués. Donc, les actes dérogatoires sont la réalisation de consultations de suivi de l'insuffisance cardiaque pour l'optimisation des traitements, exclusivement pour l'optimisation des traitements, et sinon pour les décompensations cardiaques. Mais ce n'est pas du suivi de la cardiologie en général. Donc, c'est pour l'optimisation des traitements ou pour un sujet de décompensation de l'insuffisance cardiaque. Dans ces 2 cas-là, l'infirmier va pouvoir réaliser ces consultations. Le deuxième axe d'acte dérogatoire, c'est la télésurveillance avec tout ce que cela comprend et vous aurez plusieurs vidéos là-dessus. Et enfin, le troisième axe, c'est l'orientation des patients vers des professionnels médicaux et paramédicaux en fonction de leurs besoins. Typiquement, par exemple, vers le gériatre. Donc, vous voyez sur la marguerite en haut à droite, donc la télésurveillance, la titration, l'orientation, les consultations non programmées sont des activités totalement liées à la délégation d'actes. Un infirmier ne pourrait pas faire ça sans le protocole de coopération. Et vous avez aussi en parallèle le fait que lui-même, le même infirmier, va pouvoir aussi s'orienter à lui-même des patients selon les besoins qu'il voit. Typiquement, il va pouvoir réaliser une évaluation cardio-gériatrique et auquel cas orienter vers le gériatre. Mais il peut aussi s'orienter vers lui-même si en optimisant le traitement lors de consultations de titration, s'aperçoit qu'il y a un besoin de télésurveillance pour ce patient et inversement. L'accompagnement thérapeutique, ça peut être aussi une porte d'entrée. Un infirmier peut être par exemple un infirmier d'éducation thérapeutique, ce qui n'est pas rare dans le cas de ce protocole, et identifier un besoin, une opportunité d'être télésurveillé pour ce patient et il y gagnerait. Et donc, il va s'auto-adresser le patient en télésurveillance, prescrire, etc. et faire ce qu'il faut pour cette télésurveillance. La permanence téléphonique, qui est un enjeu majeur des C6, d'avoir un numéro de téléphone dédié qui répond et qui est la première porte d'entrée de la C6, et bien va être aussi parfois l'élément déclencheur pour une consultation non programmée ou une inclusion en télésurveillance ou en titration. Les actes dérogatoires, par contre, ne concernent pas, pour que ce soit tout à fait clair, le bilan étiologique de l'insuffisance cardiaque, qui est de l'ordre du diagnostic médical et donc non dérogatoire. Il n'y a pas de confusion à avoir là-dessus. Les décisions de stratégie de prise en charge de la même façon restent totalement médicales. Par exemple, la décision de poser un défibrillateur ou un pacemaker à l'issue de l'optimisation du traitement et donc de la titration, c'est une activité qui reste 100% médicale et qui en aucun cas n'est dérogatoire. Le traitement des comorbidités ou les événements intercurrents autres qu'une décompensation cardiaque ne sont pas non plus prévus au protocole de coopération et donc dans ces cas-là, il y a toujours réorientation du patient vers le médecin généraliste ou vers les spécialistes en question, par exemple pour un diabète, vers le diabétologue. Par conséquent, il faut aussi bien situer que le suivi dans le cadre du protocole de coopération et d'une C6 ne doit absolument pas et jamais modifier le rythme de suivi d'un patient par son cardiologue traitant. Au contraire, c'est un enjeu de la C6 d'identifier un cardiologue traitant pour la suite et la poursuite de la prise en charge à vie de ce patient. Elle s'occupe exclusivement de l'insuffisance cardiaque, des risques de décompensation, voire de ces décompensations pour les gérer, mais en aucun cas elle n'assure le suivi de l'entièreté de ces pathologies cardiaques et de son suivi habituel qui est au minimum dans les recommandations biannuelles. Il y a les IPA aujourd'hui en France qui peuvent assurer une partie de ce suivi des patients chroniques. Les patients insuffisants cardiaques étant des patients chroniques, ils font partie des pathologies qu'un IPA ou une IPA peut suivre.
Dans ces cas-là, c'est une alternance entre cardiologue traitant et IPA, mais c'est un autre champ que le protocole de coopération et une autre ambiance, si on veut, que la C6. Pour continuer d'avancer, le périmètre des soignants. Alors, vous avez en haut le médecin cardiologue, donc délégant. Il a deux antennes, si vous voulez. D'un côté, un rôle en astreinte, c'est-à-dire qu'il doit être joignable à tout moment où l'ISPIC va agir, l'infirmier va agir, pour répondre à ces questions qui sont décrites dans le protocole à chaque fois. Il y a écrit régulièrement avis délégant, chaque fois qu'il y a une sortie de route, on va dire, du protocole. Et à chaque fois qu'il a une question qui se pose ou parce qu'il est pris d'un doute. En cas d'absence du délégué et donc de l'ISPIC, il doit assurer la poursuite de l'activité. Et donc, il faut y penser, il faut l'anticiper. Si c'est lui-même qui est absent, alors le protocole est suspendu. C'est très important. S'il n'y a pas de délégant, il n'y a pas de protocole de coopération. C'est vrai pour tous les protocoles de coopération et c'est vrai pour celui d'insuffisance cardiaque. Le deuxième élément, c'est la supervision. Donc le cardiologue supervise l'activité globale et pour cela, il doit, et c'est posé dans le protocole, au moins une fois par mois, minimum, grand minimum, avoir un point avec les ISPIC, les infirmiers délégués. Un point qui doit être fait sur les nouveaux patients inclus, les critères d'éligibilité, les informations, les consentements, vérifier que tout ça est carré. Un point sur les fins, les sorties ou les suspensions de protocole, globalement. Une révision qui doit être au minimum de 10% des dossiers. Et je vous l'ai dit, une réponse qui donc doit être aux questions non urgentes que se pose le délégué, c'est-à-dire en dehors de l'astreinte, mais qui sont des questions un peu récurrentes, et donc c'est l'occasion de faire un point comme on pourrait faire dans une réunion d'équipe. L'infirmier maintenant, lui, donc ISPIC, qui est donc le délégué, a deux axes à avoir, il faut y penser. Une activité minimum qui doit être de 80 consultations par an au minimum et de 20 patients en télésurveillance. Et une formation continue avec une obligation d'une session de formation au moins tous les 2 ans. Donc voilà ces deux obligations. Donc médecin, cardiologue, une astreinte, une notion d'astreinte et une notion de supervision. Et pour les infirmiers, une notion d'activité minimum et de formation continue minimale tous les 2 ans. Pour le lieu et pour les établissements, ce qu'il faut penser, c'est que le protocole de coopération insuffisance cardiaque peut être fait ou en établissement pratiqué ou en établissement de santé, ou en cabinet médical en ville. Il faut, dans les deux cas, qu'il pense à la mise à disposition de matériel qui permette d'assurer ces consultations d'insuffisance cardiaque et donc, au minimum, un stéthoscope, un appareil à ECG, un pèse-personne, un tensiomètre, c'est vraiment le grand minimum. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est nécessaire. Il est préconisé ensuite, et c'est une préconisation, mais pour les C6, ça devient une obligation dans tous les cas, d'un nombre minimal de 2 délégants et de 2 délégués pour assurer la continuité. Ils ne sont pas obligatoirement à plein temps, mais ils doivent être 2 personnes formées et 2 personnes à déléguer pour assurer cette continuité et donc ne pas stopper la mise en œuvre du protocole. Le périmètre des patients maintenant. Élément important en haut, l'information des patients, le recueil du consentement, tout cela est prévu dans les actes dérogatoires. Donc c'est le délégué qui peut tout à fait assurer pleinement toutes ces étapes d'information, d'identification d'information et de recueil de consentement. Le protocole rappelle qu'une information détaillée doit être à la fois orale et un document écrit et qui sont les recommandations des droits des patients. Donc je passe rapidement là-dessus. Les patients sont de quelle typologie, si je puis dire? Ils sont majeurs dans ce protocole, toujours, pas de mineurs. Insuffisant cardiaque diagnostiqué, il ne doit pas y avoir de doute sur le diagnostic d'insuffisance cardiaque, sinon il faut patienter jusqu'au diagnostic final avant de transmettre le patient à un ISPIC ou qu'il le prenne en charge. Pour la titration, l'obligation, c'est que le traitement a besoin d'être intensifié.
Ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. Et pour la titration, la condition minimale, c'est qu'une insuffisance cardiaque doit être à FEVG altérée. Donc la fraction d'éjection du ventricule gauche doit être altérée, pour ceux qui connaissent moins. Pour le programme de télésurveillance, il faut que ça réponde aux critères d'inclusion définis par les textes de télésurveillance. Le texte en vigueur aujourd'hui, c'est celui de juin 2023, qui est un arrêté particulier pour la télésurveillance et donc qui fait l'objet d'une autre vidéo. Les comorbidités maintenant. Le protocole, pas de souci s'il n'y a pas de comorbidité. Pas de souci non plus s'il y a des comorbidités à condition qu'elles soient stabilisées. Si les comorbidités, quand on dit comorbidité, donc ça peut être diabète, BPCO, insuffisance rénale, ce n'est pas interdit si elles ne sont pas stabilisées que l'INSPIC prenne en charge le patient. Par contre, il doit toujours y avoir un avis délégant dans ce cas et ils doivent se mettre bien d'accord sur les clauses de revoyure, etc. puisque dans ces cas-là, il va souvent y avoir des appels aux délégants. Les critères de non-inclusion sont aussi précisés, donc pas de patients mineurs, pas de femmes enceintes. Les patients évidemment qui refusent cette prise en charge par un autre professionnel, évidemment c'est exclu de les prendre en charge. Ça ne doit pas être caché, autrement dit. Un patient sans correspondant médical identifié, donc vraiment, alors ça c'est à ajuster dans le sens où c'est l'opportunité aussi, c'est l'occasion et c'est un des objectifs des C6 de faire en sorte que le patient ait une prise en charge continue pour le reste de sa vie et donc qu'il y ait des correspondants médicaux identifiés. Donc il ne l'a pas forcément tout au départ, en tout cas ça doit être une priorité absolue d'en identifier un si ce n'est pas déjà le cas à l'entrée. Et une condition posée avec le patient, il doit avoir un médecin généraliste et un cardiologue, dès que possible. Dans le cadre de la titration, le patient donc doit être à FEVG altéré, donc s'il est à FEVG préservé, c'est exclu. Et évidemment, tous les critères qui peuvent être des critères de non-inclusion ou d'exclusion de la télésurveillance seraient exclus de la télésurveillance avec délégation d'actes, bien entendu. La délégation d'actes ne remplace pas, ne change rien aux fondamentaux des actes en question, heureusement. En annexe 1 du protocole, vous pouvez voir que c'est vraiment un tandem, cette histoire de délégant-délégué. Et donc, vous voyez ici en vert les ISPIC, donc délégués, et en bleu les cardiologues qui sont dits délégants. L'orientation du patient peut être faite par un cardiologue, mais l'inclusion, elle est faite par un ISPIC et donc il peut directement inclure un patient dès lors que le patient est identifié insuffisant cardiaque. Si la délégation est éligible, tout suit. Et si jamais c'est un patient qui rentre tout à fait dans les arbres décisionnels, le patient peut être vu 100% et entièrement par l'ISPIC seul. Chaque fois qu'il va y avoir un sujet, il va y avoir, alors de façon directe ou indirecte, un contact avec le délégant. Quand je dis indirect, c'est-à-dire que le patient peut ne pas être témoin de ça en direct, puisque ça va être un coup de téléphone entre l'ISPIC et le délégant. En tout cas, il y a bien ce tandem chaque fois qu'il y a une clause de revoyure qui apparaît. Si le patient refuse, bien entendu, c'est une prise en charge habituelle par un cardiologue. Les motifs de fin ou de sortie de ce protocole de COP, insuffisance cardiaque. Donc, critère de fin, c'est la fin de la titration, le patient est optimisé concrètement, ou la fin de la télésurveillance, c'est-à-dire que les objectifs sont atteints, ou qu'il y a des critères de non-inclusion qui sont apparus, ou d'exclusion. Le décès, bien entendu, malheureusement, est une raison de mettre fin au protocole. Ensuite, les critères de sortie, donc l'apparition d'un critère d'exclusion, la demande du patient qui peut survenir parfois. Alors, normalement, on va dire que quand une inclusion est correctement faite et on prend le temps d'expliquer au patient, le refus se dit avant. S'il se dit après, tardivement, c'est quand même extrêmement rare. Ou c'est qu'il y a un autre événement intercurrent, mais enfin en tout cas, et bien entendu, si le patient souhaite sortir, il faut le sortir. Ça peut être aussi une demande du délégué ou du délégant, notamment par exemple un patient qui ne suit pas les consignes, absolument pas, et donc qui empêche une prise en charge à distance de façon sécure, peut être une raison, et est une raison, la raison, on va dire, la plus fréquente d'arrêt décidé par délégant et délégué, c'est quand le patient ne suit pas les consignes et que donc ça devient dangereux de le prendre en charge à distance puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il fait.
Les critères de suspension du protocole, encore une fois, c'est l'absence du délégant et attention, vraiment warning là-dessus, c'est très important. S'il n'y a pas de délégant, il n'y a pas de protocole possible. Les critères d'alerte du délégant par le délégué sont rappelés dans une annexe de façon majeure. Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là, ce sont les majeurs. Et il n'y a pas de surprise, hein, choc cardiogénique, détresse respiratoire aiguë, etc. Enfin, pas de surprise, bien entendu, que dans ces cas-là, l'ISPIC doit toujours appeler le délégant. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que toute dérogation ici est exclusivement centrée sur l'insuffisance cardiaque. Par exemple, la lecture des ECG, qui parfois peut inquiéter certains qui ne connaissent pas bien le protocole. C'est une lecture des ECG centrée sur l'insuffisance cardiaque, l'optimisation du traitement, la surveillance des effets secondaires des traitements. En aucun cas, les ISPIC prétendent et sont attendus à l'endroit d'une lecture d'un ECG que pourrait faire un cardiologue. C'est absolument pas ça l'objet. Donc, c'est exclusivement centré sur l'insuffisance cardiaque et c'est cadré par des ordres décisionnels qui sont d'un certain nombre. Il y en a une petite dizaine dans le protocole insuffisance cardiaque. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une formation particulière pour appréhender bien ces armes décisionnelles, les maîtriser et les utiliser de façon tout à fait fluide. Les compétences de ces infirmiers formés au protocole de coopération sont donc, je vous ai mis les pages 4 et 6 et 11 du protocole. Repérer les patients pour être inclus des deux côtés. Vous avez à gauche principalement la titration et à droite principalement la télésurveillance, mais tout ça est un continuum. Les patients pouvant passer de l'un à l'autre, pouvant être à la fois optimisés et télésurveillants en parallèle. Tout cela est flexible en fait. Donc, tout ce qui est repérage du patient, information au patient, je vous l'ai dit, ça fait partie des actes dérogatoires. Définir la conduite à tenir est aussi inclus dans les actes dérogatoires. Autrement dit, l'infirmier n'a pas besoin d'appeler le délégant ou de confirmer par le cardiologue la conduite à tenir. Il est autonome à partir du moment où le patient est dans les critères, etc. Il va lire et interpréter les données de suivi des alertes de télésurveillance. De la même façon, les bilans biologiques. Alors, ce n'est pas tous les bilans biologiques, c'est ceux qui sont cités ici, NFS, créat, urée, etc. Il va pouvoir prescrire ces bilans et donc les analyser et agir, prendre la décision en conséquence. De la même façon pour les alertes de télésurveillance. Il va pouvoir optimiser le traitement, de la même façon en autonomie. Adapter donc la prescription, les posologies, donc toujours de ces traitements exclusivement de l'insuffisance cardiaque. Ensuite, tout ce qui est prophylaxie, alors c'est la vaccination antigrippale et antipneumococcique qui sont prévues en délégation d'actes. Après, c'est le champ particulier des vaccinations qui s'est élargi depuis quelques années, mais c'est un autre sujet. En tout cas, c'est une très belle opportunité que les ISPIC s'y mettent pour les patients qui sont souvent sous-vaccinés. Et c'est un vrai enjeu et une vraie plus-value de ces organisations. L'orientation des patients, je vous l'ai dit déjà de nombreuses fois. La prescription du transport est aussi prévue dans les actes dérogatoires sans faire appel au cardiologue délégant. Le matériel aussi nécessaire au maintien à domicile peut être possible par l'ISPIC, notamment par exemple un déambulateur pour éviter de tomber s'il sent qu'une chute est possible. Il va dans tous les cas rédiger les comptes rendus, les courriers d'adressage, les courriers de correspondance, assurer évidemment ces transmissions avec tous les correspondants, les cardiologues et les médecins traitants généralistes des patients. Point important à prévoir dans les systèmes d'information, c'est qu'il faut préciser cette phrase, les ISPIC le savent bien, mais il faut que vous le sachiez aussi, en bas de chaque document pour que toute personne, que ce soit le pharmacien, le laboratoire, n'importe qui, les correspondants, sache bien dans quel cadre un infirmier, entre guillemets, se permet d'agir à cet endroit-là. Donc c'est bien l'arrêté du 27 décembre 2019 qui est relatif à, et le titre entier est celui-là, télésurveillance, consultation de titration et consultation non programmée avec ou sans télémédecine. Donc il est possible de faire de la téléconsultation pour les ISPIC. Des patients traités pour insuffisance cardiaque par
une infirmière. La référence Nord qui permet de retrouver tout de suite le texte facilement, et donc tout cela en bas, s'il vous plaît, des ordonnances, des comptes rendus et des courriers des ISPIC pour que ce soit tout à fait transparent pour tout le monde, le patient, ses correspondants et tous les acteurs qu'il a autour de lui, dans son cercle de soins. Ici, pour vous représenter que ce n'est pas une exception à certaines régions, donc il y a des infirmiers formés au protocole de coopération aujourd'hui, donc cette diapositive date d'il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, il y a 40 infirmiers de plus encore que cela actuellement en train de se former au protocole. Et donc, il y en a un peu partout en région, dans les départements de France et aussi dans certains DOM-TOM. Le profil des infirmiers pour finir sur cette vidéo. Pour ceux que vous avez pour les montées en compétences, mais aussi pour les futurs qu'il faudra former. Il faut penser que ce sont des infirmiers de coordination. Pour cela, il faut savoir travailler en autonomie, se positionner et entretenir un réseau. Voilà les compétences attendues, sinon à développer. Infirmier aussi d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire savoir informer, avoir le sens de la pédagogie, être positionné dans différentes modalités de relations d'aide, donc c'est savoir se positionner, mais aussi être positionné à cet endroit-là par vous tous, de renforcement positif et d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on lui laisse le temps et qu'il prend le temps de faire tout cela. Infirmier expert, donc avoir une connaissance évidemment pointue de l'insuffisance cardiaque, l'histoire naturelle de cette maladie, des parcours aussi possibles en général en France, mais aussi en particulier sur le territoire, et donc cela prend aussi du temps, mais donc il y a une volonté, et un besoin et une envie de s'expertiser dans tout cela, et bien entendu les traitements qui évoluent quand même rapidement dans l'insuffisance cardiaque, comme dans beaucoup de pathologies. Infirmier, enfin, qui est au clair avec son projet professionnel, c'est un vrai changement de positionnement et de posture, donc il faut apprendre à douter autrement, donc savoir douter, s'auto-évaluer, entretenir aussi sa confiance en soi, ni trop ni trop peu, mais suffisamment. Avoir un projet professionnel qui est défini, puisque c'est quand même une formation qui est quand même engageante, donc on ne peut pas s'investir collectivement à former un infirmier et l'infirmier lui-même pour quelques mois de pratique. On part forcément sur quelques années, au minimum 3-4 ans, je dirais, en tout cas en termes d'engagement moral, puisque la formation va prendre au minimum 10 mois, voire 18 mois, donc en moyenne 1 an, et que donc après il faut pouvoir pratiquer pour pouvoir être totalement efficace et optimal pour tout le monde. Recommandations enfin de bonnes pratiques, donc avoir pour vous tous une bonne connaissance du cadre réglementaire et des limites fixées, c'est-à-dire avoir lu attentivement ce protocole de coopération, atteindre un niveau de maîtrise des armes décisionnelles, et c'est pas que pour l'infirmier, c'est pour tout le monde, encore une fois, donc faut imprimer ce protocole de coopération, imprimer les armes décisionnelles pour les avoir sous les yeux. Construire le binôme délégant-délégué, c'est une relation de confiance. Acquérir le savoir-faire et le savoir-être, c'est une question de positionnement. Et donc, c'est par le compagnonnage que cela se développe beaucoup. Donc, il faut laisser ce temps au compagnonnage et l'accompagner. Repérer les spécificités de structure et de territoire, donc sur les parcours, c'est-à-dire aller à la rencontre des acteurs dans les cercles de soins pour apprendre à se connaître et se faire connaître. Définir enfin une organisation déléguée. Ça implique, je pense, avant tout, une lisibilité des présences et des absences de chacun. Ça paraît simple et évident, mais c'est quand même un point central. Et la simplicité des circuits de communication est souvent un gage d'efficacité, donc ne pas faire des choses compliquées, mais par contre organiser les choses pour se rencontrer. Et je rappelle donc qu'une revue de dossier minimum par mois, dans le rouage des C6, c'est plutôt hebdomadaire, 30 minutes au moins par semaine est beaucoup plus efficace en général et simple et rapide. Mais sinon, dans tous les cas, le protocole de coopération, c'est une fois par mois, revue de dossier, 10% des dossiers minimum doivent être revus, délégant-délégué.
En conclusion, pour cette vidéo sur le protocole de coopération insuffisance cardiaque et les protocoles de coopération en général, retenons que travailler en coopération débute par un engagement collectif et la reconnaissance de chacun des acteurs, donc de vous tous, dans un système, et que cela demande une confiance qui est indispensable pour la qualité à la fois de votre travail, des résultats et de vos conditions de travail. La dérogation d'actes ensuite et le transfert d'activité implique une formation et une supervision qui n'est pas là qu'au début mais qui est là en continu tout le temps de la pratique avec un protocole de coopération. Celui-ci fixe le cadre, il impose des limites, mais il impose aussi de continuer à se former tout au long de la vie et de sa pratique pour des raisons évidentes de sécurité. Je vous laisse vous diriger désormais vers les vidéos qui concernent le cadre réglementaire de la télésurveillance médicale, notamment de l'insuffisance cardiaque. Elle se décline en 3 vidéos. La première parlera du contexte et des enjeux de la télésurveillance dans le cadre plus large de la e-santé et de la télémédecine, pour que vous situiez les grands enjeux. Une deuxième vidéo sur le processus de mise en place de la télésurveillance de façon beaucoup plus pratique et concrète. Et enfin, une dernière vidéo consacrée aux risques et points de vigilance à avoir dans cette activité de télésurveillance dans le cadre des actes de télémédecine.